On revient sur le plateau de la Grande Espace après ce sujet. Et puis en même temps, Damaro qui nous a rejoint avec le grand plaisir, hein. Bonjour Damaro. Bonjour, bonjour, Connie. Bienvenue. Donc Stéphane Kefinkaba est notre invité, on l'a annoncé. Et donc justement, il a créé une bibliothèque dans son quartier. Et c'est vrai que il y a la création de la bibliothèque, mais sa démarche reste tout de même atypique puisque c'est carrément son garage qu'il a transformé en bibliothèque. L'histoire m'a épaté, je dois dire tout de suite bonjour d'abord Monsieur Kaba. Je connais un peu cette histoire-là parce que pour avoir été le journaliste qui est allé couvrir un peu l'activité de l'inauguration de cette bibliothèque, je dois dire que l'histoire m'a beaucoup épaté. Il était celui qui avait couvert donc l'événement. Moi, j'ai envie de dire, vous avez dit que la bibliothèque a une capacité de 3000 livres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des fonds jusqu'à 3000 livres et vous étiez maintenant à combien de livres? C'est-à-dire qu'en fait, on peut accueillir 3000 livres. La dimension de la bibliothèque, c'est une bibliothèque de quartier, elle n'est pas très prétentieuse, si je puis dire. On peut ranger jusqu'à 3000 livres environ. Mais à ce jour, on a 1093 livres. Quand je compte les 1043 et les 50 livres que j'ai reçus dernièrement de l'ambassade américaine, ça fait 1093 livres. Mais bon, c'est environ 3000 livres qu'on peut accueillir dans cette bibliothèque. Ça veut dire que vous pouvez encore recevoir des fonds si jamais il y a de bonnes volontés qui voudraient accompagner la bibliothèque Petit Lac, du Petit Lac, c'est ça? La bibliothèque Petit Lac? Bibliothèque Petit Lac. Bibliothèque Petit Lac, donc ceux qui voudraient bien accompagner la bibliothèque Petit Lac. Conakry, capitale mondiale du livre, on a encore, la Guinée a encore le mandat jusqu'à quelques petits mois encore, et ça peut être bien que la bibliothèque puisse être remplie de fonds d'ici là. Alors, j'ai envie de poser la question de savoir, c'est une bibliothèque de quartier, on l'a compris, mais ça s'adresse à quel genre de public? Parce que le fonds aussi détermine ceux qui doivent venir visiter. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas une bibliothèque scolaire ni une bibliothèque universitaire. C'est une bibliothèque de culture et loisirs. C'est-à-dire, c'est la culture générale. Donc, il y a des romans, des nouvelles, des essais, la philosophie, des livres pour enfants, de la BD, et ainsi de suite. Et donc, ça s'adresse à tous les publics, mais on vise plus particulièrement les jeunes. Et on veut notamment travailler avec les écoles environnantes autour de la bibliothèque. Il y a le lycée Silla Lamine, par exemple, qui n'est pas très loin, avec qui j'ai pris contact. Nous voulons mettre en place des activités de mini-conférences. Nous avons déjà fait des séances de déclamation de poèmes, des activités pour attirer les gens autour du livre, en fait. Mais ça, c'est intéressant, mais en même temps, ce n'est pas un problème que ça me pose, mais je voudrais poser la question de savoir, vous dites c'est une bibliothèque de quartier, on l'a compris, mais vu que c'est votre garage que vous avez transformé, ça veut dire qu'au niveau du foncier, c'est quand même sur des terres qui vous appartiennent, sur un terrain qui vous appartient. Et c'est quoi le statut d'une telle bibliothèque? Je veux dire, c'est pas pour le quartier, c'est une bibliothèque de quartier, mais est-ce qu'il appartient au quartier ou, c'est juste pour éclairer un peu la lanterne de nos téléspectateurs. Alors moi, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime le partage. Oui. La démarche au départ, c'est le partage. Donc c'est sur un site de 700 mètres carrés avec une villa, oui. Et donc le garage est attenant à la villa. Oui. Et donc c'est ce garage que j'ai aménagé. Mais c'est une villa avec jardin. Donc dans le jardin, il y aura des conférences. Quand on accueillera les gens, il y a de la place pour tout le monde. Donc la bibliothèque sera ouverte à des jours précis, à des heures précises. Oui. Mais ça n'empêche pas que je vis dedans, dans cette villa. Oui. Mais c'est le partage. Les gens viennent, je les accueille chez moi. Moi, ça ne me pose aucun problème. C'est extraordinaire ça. Donc le garage est aménagé. Quand vous dites aménagé, il y a une construction, les murs, lui il a été couvrir, mais les téléspectateurs n'y étaient pas. C'est construit, c'est quoi l'aménagement qui a été fait? C'est une véritable bibliothèque avec des meubles que j'ai fait faire par le CFP de Matoto. J'ai tenu à ce que ça soit fait par les compétences locales. Voilà, les compétences locales que j'ai utilisées. Donc c'est fait avec du bois qui est produit en Guinée. Et donc c'est aménagé, c'est très coquet, c'est très joli. Tous ceux qui sont venus ont apprécié. C'est fait avec goût. Donc c'est ce qu'en tout cas on m'a dit. Oui. Et donc c'est climatisé, c'est une salle climatisée. On peut lire sur place.
comme on peut emprunter des livres. D'accord. Alors, il y a des conditions d'adhésion, évidemment, il faut les remplir, mais bon, elles ne sont pas très compliquées à remplir. Il suffit simplement d'avoir une carte d'identité et puis de payer une contribution pour adhérer. Et donc, il n'y a pas de souci, tout le monde peut y arriver. Et on a des possibilités aussi de s'arranger selon les portefeuilles des uns et des autres. Bibliothèque Petit Lac, et c'est à Taouya, justement, avec Monsieur Stéphane Kefing Kaba, qui a initié ce beau projet, et puis donc qui vient ajouter un peu aussi à Conakry, capitale mondiale du livre. Mais justement, après Conakry, capitale mondiale du livre, ça va continuer, et c'est ça qui est intéressant là-dedans, Damaro. Oui, on sait que la problématique de la lecture s'est toujours posée, on en a toujours parlé depuis des années, on continue toujours à en parler. En ce qui concerne la Guinée, on sait que Conakry, capitale mondiale du livre, a été un tremplin, une aubaine pour nous les Guinéens. Quand même, on s'est aperçu de la possibilité de créer les conditions d'accès aux livres. C'est ce qui est extrêmement important, mais le gros boulot reste toujours, si on veut dire, l'ancrage de la culture de la lecture. C'est-à-dire que vous qui avez donc transformé votre garage en bibliothèque aujourd'hui, en disant que vous voulez partager votre passion de la lecture aux autres, aux voisins qui vous entourent. C'est extrêmement important. Tout à l'heure, on en parlait, parce qu'il faudrait aujourd'hui qu'on fasse un peu l'ancrage de cette culture-là de la lecture. Ça commence à la base, ça commence depuis le bas âge, c'est-à-dire inculquer cet amour de la lecture-là aux enfants. Vous avez subi cette transformation et ça vous réussit aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui que la lecture nourrit l'esprit, ça facilite aujourd'hui l'expression. Ça se sent, ça s'entend, et c'est le gros problème aujourd'hui qui reste à résoudre pour de nombreux pays africains et qui éprouvent encore des difficultés d'accès aux livres, des difficultés d'accès à la bibliothèque. Super, je rajoute juste et à cette réaction de Damaro, j'ai envie de dire, c'est quoi votre contact avec le livre? Ça a commencé quand et ça a commencé où? On a envie de savoir. Ouais. Alors moi, je dois dire que je suis un privilégié parce que j'ai des parents qui m'ont initié à la lecture depuis le bas âge. Ouais. Mon père est un grand lecteur, il est enseignant de profession. Ma mère est d'origine française. Ma mère est française, mon père est guinéen. Donc, depuis le bas âge, moi, j'ai commencé à lire les bandes dessinées Astérix, Lucky Luke. Et puis, après, à l'adolescence, j'ai lu les SAS. Des lectures un peu légères et faciles, mais qui m'ont donné le goût de lire. Après, j'ai eu la chance d'aller à l'université aussi, où j'ai beaucoup lu. Mais en fait, le goût de la lecture m'est venu progressivement. Et c'est après avoir fini l'université que j'ai réellement découvert le plaisir de lire et de rechercher toutes sortes de lectures, en fait. Il n'y a pas de petits livres, hein. Tous les livres sont intéressants. Donc je suis un privilégié qui a eu la chance d'avoir eu des parents qui l'ont initié à la lecture. Et j'essaye de partager ce privilège que j'ai eu avec d'autres qui n'ont pas forcément eu ce privilège. Mais je veux dire par là que ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu ce privilège qu'on ne peut pas venir au livre. Ouais, j'attendais, je m'empressais de réagir à ça. C'est vrai que pour les téléspectateurs, justement, même déjà pour les gens du quartier, tous qui habitent dans les environs du Petit Lac, à Taouya, c'est déjà un privilège d'avoir dans sa proximité cette bibliothèque. Tout à fait. Donc, il faut profiter de ce privilège. Mais au-delà, mais la question aussi, c'était aussi de dire, c'est vrai qu'on dit aux gens, il faut lire. Ouais. La lecture, c'est important. Mais moi, j'ai envie de vous poser concrètement la question de savoir, en tant que lecteur, en tant que quelqu'un qui a été au contact du livre depuis depuis tout petit, parce qu'il s'agit aussi de transmettre le message à nos téléspectateurs pour dire, vous êtes parents, voilà ce qu'il faut pour que... mais par rapport à ça, j'ai envie de poser la question de savoir, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aux téléspectateurs en tant que passionné de lecture? Qu'est-ce que la lecture vous a apporté concrètement, vous, par exemple, dans votre construction, qu'est-ce que la lecture vous a apporté? Alors, la lecture, d'abord, on le dit souvent, c'est la nourriture de l'esprit. Je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Oui. Ça paraît un peu banal de le dire comme ça, mais c'est une réalité.
Mais moi, ce que la lecture m'a apporté, la lecture m'a permis de découvrir des univers qui me sont complètement étrangers. Et la lecture m'a permis de partager les univers intérieurs, des auteurs. La lecture m'a permis de voyager sans me déplacer. La lecture m'a permis d'avoir un petit peu de culture, me permettant d'échanger avec des gens qui ne sont pas forcément de mon milieu ni de ma culture. La lecture m'a permis de me construire. Parce qu'en fait, à force de lire, on apprend et on développe, comment dirais-je, une vision critique des choses et on apprend à mieux juger et mieux apprécier les choses, ou en tout cas mieux les appréhender. Donc la lecture m'a apporté l'esprit critique aussi, et la lecture m'a aussi apporté l'humilité. Parce que plus on lit, plus on se rend compte qu'en réalité, on a toujours à apprendre. Et donc voilà ce que la lecture m'a apporté. Ben, finalement, je ne sais pas, moi j'en perds même les mots, parce que le nombre d'éléments évoqués en termes d'avantages de la lecture, c'est extrêmement voilà, important. c'est vraiment ce que je voulais partager aussi avec les... Il faut à un certain moment donné, il faut avoir cet élément de curiosité, parce que j'imagine bien, lorsque vous parlez de voyage, vous parlez de découverte, c'est bien la curiosité qui vous pousse à cette étape-là. Vous avez, parce que c'est l'une des magies aussi de la lecture, c'est-à-dire lorsque vous lisez tout de suite un livre, vous avez l'impression d'échanger non seulement avec l'auteur, mais aussi avec les personnages qui sont décrits. Et c'est extrêmement important. Mais ce que j'ai envie de poser comme question à M. Kaba, c'est de savoir, est-ce que vous êtes de ceux-là aujourd'hui qui pensent que la pauvreté peut être aussi un frein à la promotion de la lecture? Parce que vous avez transformé votre garage aujourd'hui en bibliothèque, dans l'idée de partager votre passion avec vos voisins, sans contrepartie. Alors oui, ce problème se pose toujours, de savoir que le livre c'est cher, la culture est réservée à une élite, la culture est réservée à des privilégiés. Je ne suis pas d'accord sur cet aspect des choses. Je pense que d'abord la lecture, la preuve en est que la bibliothèque elle est ouverte à tout le monde. Donc les 3000 livres sont accessibles à tout le monde. Donc les conditions d'adhésion sont minimes. Donc, quand vous prenez par exemple le Centre culturel français qui existe depuis plus longtemps que la mienne, que ma bibliothèque, l'adhésion pour l'année c'est 60 000 francs. 60 000 francs, oui, c'est vrai que ça peut être cher pour quelqu'un, mais à l'année, c'est accessible. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un investissement pour soi-même. Ouais. Donc, plutôt que d'acheter des téléphones coûteux, il est peut-être plus intéressant d'investir sur le livre. Le livre, ça permet de se construire, le livre, ça permet de s'enrichir. Le livre, ça permet de rencontrer des gens qu'on ne pourrait peut-être pas rencontrer dans la vie normale. Donc la pauvreté n'est pas une excuse. Je pense qu'effectivement, la pauvreté peut amener des difficultés à être disposé à lire parce qu'on a trop de préoccupations, trop de difficultés. Mais je suis désolé, il y a des gens qui sont issus de familles très pauvres, qui ont atteint les sommets et qui ont d'une grande culture. La pauvreté ne les a pas empêchés de lire et de se cultiver et de devenir des gens intéressants et importants dans la société. Oui. La lecture au cœur donc de la lecture et le livre au cœur de notre émission d'aujourd'hui, la grande espace pour vous. Et puis pour en parler, on a eu le grand bonheur d'avoir Stéphane Kefi donc Kaba avec nous, donc qui a créé la bibliothèque Petit Lac. Et pour tous ceux qui souhaiteraient voir, c'est à Taouya, donc à Petit Lac. Alors, moi, j'avais envie de dire, de dire un tout petit peu, un petit mot sur la question de la cherté.
Vous avez parlé au lieu d'acheter de beaux vêtements, des vêtements de marque, les jeunes qui sont le plus souvent visés, même quand c'est des jeunes qui appartiennent à des familles, entre guillemets, pauvres, ils ont quand même les moyens de trouver, pour faire plaisir à leurs enfants, des chaussures, des pompes, des vêtements qui sont le plus souvent plus chers que les livres. Donc c'est pour ça que je parlais de questions de culture. Et effectivement, c'est-à-dire que il faudrait qu'on travaille pour faire comprendre aux parents que les livres sont plus importants que les chaussures qu'on achète pour les enfants, pour les vêtements qui peuvent coûter cher. Et puis, alors je risque de me faire tirer par les oreilles, mais il faut quand même le dire, surtout pour nos sœurs. Qui achètent des mèches, les mèches brésiliennes, c'est pas donné ça. Et puis après, il faut changer au bout de 2-3 mois, alors qu'un livre, quand on l'a acheté, il rentre dans le patrimoine de la famille. Et ça, c'est important. Moi, mes parents n'étaient pas riches, mais on nous trouvait à lire. Et c'est comme ça que la culture aussi de la lecture est venue. Donc, en évoquant bien sûr les films, je voudrais signaler... peut-être que M. Kaba peut tout de suite le confirmer. La plupart des lecteurs, enfin des personnes qui s'intéressent à la lecture dans les bibliothèques sont des hommes. Alors, je n'ai pas remarqué ça, mais c'est vrai que moi, depuis que j'ai ouvert cette bibliothèque, j'ai reçu des jeunes, mais il y a eu des filles et des garçons qui sont venus. Mais ce que je voudrais rajouter à ce que vient de dire M. Koné, c'est qu'en réalité... Conakry, capitale mondiale du livre, va nous permettre d'avoir aussi des bibliothèques qui sont en construction actuellement. Il y a des points de lecture. Il y a des points de lecture, il y a 25 points de lecture qui sont en construction actuellement à Conakry, dans la plupart des quartiers de Conakry, à Kipé, Dixine et autres quartiers. Donc ces 25 points de lecture vont être alimentés en livres par le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre. Donc, ils ne sont pas encore finis, mais d'ici la fin de Conakry, capitale mondiale du livre, en avril, il y aura des livres. Donc, ce ne sera plus une excuse. Donc, les livres seront accessibles, on pourra lire. On n'est pas obligé de constituer soi-même sa bibliothèque, parce que ça peut coûter cher d'acheter des livres, je suis d'accord avec ça. Mais maintenant qu'on disposera de bibliothèques, il faudra venir lire. On aura la possibilité de venir emprunter des livres, lire sur place. Donc, le problème de la pauvreté, c'est aussi justement par la lecture qu'on peut lutter contre la pauvreté. Parce que la pauvreté, elle est d'abord morale et intellectuelle. Donc, si on travaille sur les consciences avec le livre, on peut construire des hommes de demain qui pourront faire face justement à des problématiques de la pauvreté et à apporter des solutions justement à tous ces problèmes qui s'opposent à nous et qu'on a tendance à toujours mettre sur la pauvreté. Réglons d'abord, la misère morale, et nous verrons bien qu'en se cultivant et en travaillant sur la connaissance et en intégrant le livre dans nos vies, nous allons avoir des outils pour lutter contre la pauvreté. Des clés pour ouvrir même des portes aussi, pour apporter des solutions. Absolument. Mais j'ai envie je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose, mais j'ai envie de poser une question. C'est-à-dire qu'une bibliothèque, c'est bien sûr des livres, mais pas que. Vous en avez parlé, mais je veux qu'on revienne un peu là-dessus. Quelles sont les activités que vous menez dans la bibliothèque pour faire vivre la bibliothèque ? Alors déjà, la bibliothèque, oui, c'est vrai, c'est d'abord les livres, mais par exemple, pour l'inauguration le 27 janvier dernier, on a fait appel au club littéraire du CCFG, et avec l'appui et le partenariat avec Conakry, capitale mondiale du livre, nous avons eu les déclamations de poésie, nous avons eu des joueurs de kora, donc des activités extra-livres ou complémentaires aux livres et qui permettent de rendre le livre plus ludique pour essayer de capter l'attention des futurs lecteurs ou des lecteurs. De l'animation autour du livre. Nous avons aussi, par exemple, été à Mamou où on a lancé le premier festival de poésie. Avec des poètes québécois. Voilà, nous avons aussi été il y a une semaine à Dalaba
où on a fait des dons de livres dans le cadre toujours de Conakry, capitale mondiale du livre, à l'Institut, l'Institut vétérinaire d'Alaba. Oui. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en action pour mettre en place la possibilité aux jeunes d'accéder aux livres. Et je crois que les activités extra ne manquent pas. Oui. Par exemple, actuellement, si vous venez à la bibliothèque Petit Lac, vous trouverez qu'il y a des tableaux d'un peintre guinéen un jeune peintre guinéen qui s'appelle King Emmanuel, et qui a beaucoup de talent et que je suis en train d'essayer de promouvoir. Donc une exposition, voilà, carrément. Un vernissage, oui. Une exposition de tableaux. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui anime visuellement la bibliothèque et oui. La cour attenant à la bibliothèque, donc Petit Lac. Vous avez la possibilité d'acheter ces tableaux si vous le souhaitez. Donc il y a des activités comme ça qui sont des activités annexes au livre, oui. Pour capter l'attention, pour rendre le livre attractif. C'est la culture d'une manière générale. Oui. Donc, oui. En parlant de... Justement, moi je voudrais qu'on essaie un peu de parler de la nature de ces livres-là, parce que autant qu'on soit tenté d'aller découvrir un autre univers à travers la lecture, il faut se poser la question aussi du rôle, justement du rôle aussi de, oui. de ces écrivains, parce qu'ils ont un rôle qu'on doit encore dégager dans cette discussion-là. C'est de savoir le choix de la thématique, le choix de l'histoire à raconter, parce que les lecteurs aussi sont tentés par ces deux aspects-là. Alors, comme je disais au départ, il y a des livres de tout genre, hein. Il y a des romans. En général, c'est des romans. Bon, on a aussi des livres de littérature africaine et on a aussi des livres de littérature guinéenne. Donc, il y a des auteurs guinéens, pour ceux qui s'intéressent à la culture guinéenne, et je les encourage d'ailleurs à s'y intéresser, parce que d'abord, il faut se connaître avant de chercher à connaître l'autre. Oui. Et donc ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est divers et varié. Il y a toutes sortes d'auteurs. Et on peut aussi, il y a même la spiritualité, donc c'est large. Hein. Si vous voulez lire un Coran, vous trouverez un Coran. Si vous voulez lire les évangiles, vous trouverez les évangiles. Donc on compte aussi même mettre en place la Torah. Donc tout ça, c'est vraiment le savoir. Le savoir d'une manière générale. Oui. Donc avec une diversité des auteurs, comme vous dites. Mais surtout, moi j'ai eu la chance de baigner dans la culture occidentale. Donc j'ai surtout beaucoup lu les auteurs français et occidentaux. Donc la bibliothèque, une partie de la bibliothèque, ce sont mes livres, et l'autre partie, ce sont les livres de mon père. Donc en fait, il y a beaucoup d'auteurs français, européens et donc occidentaux. Et donc voilà, et il y a une dominante de livres occidentaux, mais il n'empêche qu'il y a des livres africains, et un petit peu de tout. Des romans africains, des livres pour enfants. J'ai une amie qui vit au Canada qui va nous offrir des livres pour enfants avec des dessins de jeunes Africains dedans. Oui. Donc plutôt que d'avoir des livres avec des petits blancs, il y aura des Africains, des personnages africains. Donc tout ça, c'est un travail de réflexion pour pouvoir sensibiliser les gens et les amener toujours au livre pour qu'ils s'impliquent. Un lieu de rencontre et de partage autour du livre, donc c'est la bibliothèque Petit Lac qui a été créée par Stéphane Kefing Kaba, qui est notre invité aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est l'occasion aussi pour nous de faire un joli coucou à toute l'équipe de Conakry, capitale mondiale du livre, donc le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, tous les bénévoles, tous ceux qui se mobilisent autour de ce projet. Donc justement, alors Damaro, je ne sais pas, moi j'ai envie de vous demander votre regard sur la culture du livre en Guinée. Alors, mon regard sur la culture du livre en Guinée, c'est que déjà les gens lisent peu. Ça, il faut le dire. Donc, ça ne fait pas partie de la culture, d'une manière générale, de lire. À part les lectures à l'école, les livres qu'on nous impose à l'école, qu'on est obligé de lire. En général, ce n'est pas les plus intéressants, ils sont plutôt rébarbatifs quand on lit les livres à l'école, parce qu'on est obligé de lire. Donc dès qu'il y a une obligation comme ça, en général, le plaisir de lire a tendance à s'enfuir en même temps. Bon, mais donc la culture du livre, je pense qu'elle est à faire, elle est à développer.
elle n'existe pas en réalité. Elle existe, mais dans un petit microcosme de personnes qui sont toujours les mêmes, et bon, qui ont la chance et le privilège de soit écrire des livres, soit de lire ou d'être avec des gens qui s'intéressent à la lecture, mais c'est un microcosme en fait. Or, il faut ouvrir large. Et pour cette ouverture, tout le monde doit s'impliquer. Et à ce titre, je profite aussi de l'occasion pour remercier Sansi Kaba, qui est le commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, qui a beaucoup soutenu la bibliothèque Petit Lac, et qui, depuis qu'il a découvert la bibliothèque Petit Lac et cette initiative que j'ai mise en place, m'embarque avec lui dans toutes ces activités. Et donc, c'est un monsieur qui se bat depuis des années pour la lecture et pour le livre en Guinée. Je pense qu'il mérite vraiment qu'on lui tire le chapeau. Et franchement, il m'a beaucoup impressionné. Il a une énergie et il y croit beaucoup à son projet. Moi, quand j'ai commencé à faire cette bibliothèque, les gens m'ont dit « Mais oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ne rapportait rien. Il faut faire quelque chose qui rapporte et tout. » Mais ce n'est pas fait pour rapporter. C'est ce que j'ai répondu à une des personnes. J'ai dit « Mais je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Je fais ça parce que j'aime la lecture et je veux partager avec les gens. » Et donc, à ce titre, quand on voit toute l'énergie que Sansi Kaba déploie pour justement créer une culture du livre en Guinée, je crois qu'il mérite qu'au plus haut niveau, on lui tire le chapeau. Justement, moi, ça m'a paru assez étonnant qu'on n'évoque pas tout de suite l'État, alors que l'État a quand même une grande part de responsabilité dans la promotion de la lecture. Vous, comment l'État devrait agir dans ce sens, à votre avis? Alors moi, j'ai plutôt tendance à dire, ne comptez pas trop sur l'État. Donc c'est plutôt ça. Si vous avez des initiatives, plutôt, je crois que c'est des initiatives qu'il faut avoir. Je trouve que malheureusement, chez nous en Guinée, ici, les gens ont des difficultés à avoir des initiatives. Bon, et quand ils ont des initiatives, ils manquent de soutien. Mais en réalité, quand vous avez de véritables initiatives et que vous y croyez, les soutiens viennent. Par exemple, moi, ma bibliothèque, je ne l'ai pas faite toute seule. Quand j'ai commencé à aménager ce garage qui était délabré pratiquement, j'en ai parlé autour de moi à des amis en disant « Voici, j'ai fait une fiche de projet, voici, je fais tel projet, j'ai monté un budget. » Mais j'ai défendu mon projet et les gens y ont cru et ils ont apporté leur contribution. Et leur contribution, ça peut être 100 $ pour des amis qui sont à l'étranger, ça peut être 100 €, 200 €. Et c'est comme ça que j'ai réussi à collecter l'argent pour faire la bibliothèque. Donc, l'initiative, d'abord, elle doit venir des personnes. Et si vous y croyez, les fonds viendront. Donc, après, effectivement, à plus grande envergure, l'État a son rôle à jouer. Parce que je crois que sur le plan national, si l'État ne s'implique pas dans Conakry, capitale mondiale du livre, par exemple, on ne risque pas d'atteindre les objectifs visés. Au-delà même de Conakry, capitale mondiale du livre, moi j'ai bien fait de l'évoquer parce que quand on considère que la lecture, en fait, l'ancrage de la lecture, c'est depuis l'enfance, bas âge. Après, les parents vont se dire, oui, d'accord, mais on les a inscrits à l'école. Il faudrait qu'ils partent là-bas et tout cet amour-là à la lecture, il faudrait que l'école puisse les inculquer. Le constat, certainement vous en avez vent, est que dans ces écoles-là, les bibliothèques, même si elles existent, mais elles ne sont pas équipées en documents. C'est dans ce sens que j'ai évoqué la responsabilité de l'État, parce que l'État ne s'investit pas autant pour équiper ces bibliothèques-là qui se trouvent dans certaines écoles de la Guinée. Alors, bon, je n'ai pas visité beaucoup d'écoles en Guinée pour avoir un jugement global, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a des écoles privées qui existent et qui ont des bibliothèques. À savoir que est-ce qu'ils sont suffisamment achalandés, c'est une chose. Mais en tout cas, en ce qui concerne les écoles publiques, je crois qu'il est préférable de créer des bibliothèques dans toutes les écoles publiques, mais même la petite section jusqu'à l'université. D'ailleurs, à l'université, il y a des bibliothèques, forcément, sinon, ce n'est pas une université. Donc, voilà. Donc, de ce côté-là... Il y a toujours des soucis d'équipement, des soucis de il y a des soucis, certes,
mais je pense qu'il ne faut pas toujours attendre de l'État. Il y a des possibilités. Mais si l'État doit jouer un rôle, par exemple, les points de lecture qui sont en train d'être lus, ils doivent faire en sorte que ce soit pérennisé. Oui. Que ce soit pérennisé. Si on réussit à pérenniser ces points de lecture déjà, c'est déjà une bonne chose. Parce que malheureusement, chez nous ici, c'est la continuité des choses qui est difficile. On se lance, on fait des feux de paille, et après, pouf, ça retombe. On espère que ça va pouvoir aller. Ouais. Donc, mesdames et messieurs, c'est le plaisir, c'est un grand plaisir pour nous de vous savoir toujours un peu plus nombreux à nous suivre. Et puis donc, je rappelle encore une fois que notre invité pour aujourd'hui, c'est Stéphane Kefin Kaba, qui a créé une bibliothèque de quartier. La bibliothèque s'appelle Bibliothèque Petit Lac et c'est situé à Taouya dans la commune de Ratoma. Alors, moi, j'ai envie de... Enfin, je vais revenir sur la question et la problématique. Et pour ce qui concerne effectivement l'État, l'émission porte sur votre bibliothèque à vous. Mais effectivement, l'État, c'est aussi dans la démarche qui peut consister à, on va dire, à diminuer, à alléger le coût de la taxe, pour ne pas dire à détaxer tout ce qui touche le livre. Quand même, c'est un produit... en plus d'être un produit culturel, mais qui est nécessaire pour la construction, pour la formation, pour la vulgarisation du savoir. Donc ça, c'est quand même, moi, c'est vraiment ce côté-là qui va plus m'interpeller. Admettons, par exemple, que des gens, des amis à vous ou des institutions veuillent vous faire parvenir une quantité d'ouvrages pour le transport et autres. S'il faut les dédouaner comme si c'était une marchandise, alors qu'effectivement, vous le mettez à la disposition du public, ça va quand même jouer un rôle d'utilité publique. Pour ce genre d'action, la volonté politique, et ça ne peut venir que de l'État, pourrait jouer un rôle important. Ça, c'est un aspect. Ou même, pourquoi pas, détaxer complètement pour aider. Et puis bon, la question du coût, ça peut jouer aussi là-dessus. Même si, encore une fois, je ne suis pas convaincu personnellement par la cherté. Et il n'y a qu'à faire un tour les samedis, le week-end, dans les maquis, etc. Je veux dire, le prix de 2-3 bières, ça fait un livre. Hein, je veux dire, en sachant que ce n'est pas bon pour la santé et tout. Enfin, j'ai plein d'idées comme ça, mais je n'ose pas trop m'aventurer sur ce terrain-là. Mais effectivement, je veux dire, une taxe qu'on mettrait sur l'alcool, par exemple, qui n'est pas indispensable à l'alimentation, on pourrait augmenter là-bas, quelque part, et pour récupérer, si on ne peut pas détaxer complètement le livre ou tous les éléments qui rentrent dans la circulation ou la promotion du livre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et puis bon, toujours s'agissant de l'État, on a parlé de culture. Je ne sais pas si je peux me permettre de rajouter dessus, mais on a parlé de culture. C'est-à-dire qu'un enfant qui va à l'école et que dans son école, il y a une bibliothèque, il y a quand même un contact avec le livre. Donc, au retour dans son quartier, s'il y a une bibliothèque de la proximité, cet enfant peut être enclin à aller vers la bibliothèque. Forcément. Parce on a créé un contact avec lui à l'école. L'école qui est un endroit qu'il fréquente, voilà, je veux dire, 5 jours ou 6 jours sur 7 dans la semaine. Ça, c'est déjà quelque chose. Donc, c'est le fait d'imposer de façon obligatoire à toutes les écoles privées, collèges ou lycées, des ouvrages et puis de les équiper et qu'il y a un dispositif qui permette de contrôler cela, si c'est respecté, et que les écoles publiques aussi, et ça revient directement à l'État, que ce soit obligatoire. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Et même les universités, il y en a beaucoup qui ne sont pas dotés ça peut paraître bizarre, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas dotés de bibliothèques. Et quand il y en a, ce n'est pas forcément toujours bien fourni. Alors là encore, on ne parle que de Conakry. Je ne sais pas, vous avez été à l'intérieur, mais il y a énormément d'endroits à l'intérieur du pays. Parce que bon, souvent quand on parle, moi je dis la Guinée ne se restreint pas à Conakry. Alors, Conakry n'est déjà pas pourvu et il ne faut pas penser à l'intérieur. Alors qu'on a, on va dire, le même droit à accéder à la recherche, au savoir. En Haute-Guinée, vous avez des préfectures. Quand vous y allez, c'est incroyable.
en forêt, pareil, et un peu partout dans le pays. Et donc ça, c'est une responsabilité quand même de l'État. Mais en même temps, je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Et c'est en cela qu'on salue votre action à vous, parce que ça va permettre à des gens, en attendant que l'État ne bouge, parce qu'il a aussi beaucoup de problèmes, cet État-là. Ouais, donc vous dites beaucoup de choses à la fois, notamment par exemple sur ce qui concerne les règles fiscales. Oui. Je pense qu'on peut effectivement envisager des règles qui permettent comment dirais-je, de favoriser la venue des livres en Guinée à des tarifs compétitifs et avantageux en tout cas. Oui. Et aussi, je crois que ça existe déjà pour ce qui est des ONG, quand c'est des ONG qu'il y a des livres qui viennent à travers des ONG d'utilité publique. Oui. Je crois qu'il y a des avantages fiscaux déjà. Je m'avance peut-être un peu, mais il me semble que des avantages existent déjà à ce niveau-là. Mais il y a des exonérations au niveau des exonérations. de la douane, mais c'est pas simple. Hein. Voilà, mais c'est pas simple. Ouais. Et on pourrait développer et rendre peut-être ça beaucoup plus systématique. Ouais. Bon, en ce qui concerne par exemple l'implantation des bibliothèques, ça c'est le deuxième point que vous avez abordé, dans les écoles, je crois que c'est nécessaire. Et il faut les implanter dans toutes les écoles publiques, sur tout le territoire guinéen, pas seulement à Conakry. C'est vrai qu'on a toujours tendance à limiter la Guinée à Conakry. On s'agite à Conakry parce que tout le monde a fui les campagnes. Oui. Et même quand vous mutez un maître d'école à la campagne, il ne veut pas aller, il veut rester à Conakry. Bon, c'est d'autres sujets, je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais il faut implanter des bibliothèques, il faut mettre des livres à disposition dans les écoles, petite section, comme je l'ai dit, jusqu'à l'université et partout sur le territoire guinéen. Et à ce titre, l'État doit s'impliquer parce que les écoles publiques relèvent de la responsabilité de l'État. Après, pour ce qui est des écoles privées, bon, ben, là, c'est la compétition. Ouais. Celui qui forme le mieux et qui s'équipe le mieux, ben, on enverra nos enfants là-bas. Ouais. Donc là, ils sont privés, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, on peut les encourager aussi à créer des bibliothèques et en tout cas permettre aux étudiants d'apprendre à travailler d'eux-mêmes. Et pas toujours attendre que l'enseignement vienne du maître, parce qu'on a ce défaut-là ici. Mais tout cela est dû aussi au manque de livres qu'on a connu ici depuis toujours. C'est le maître qui est là avec la craie, qui dicte une leçon qu'il faut réciter. Classique. Mais il faut apprendre à chercher dans les livres. Ouais. Et pour ça, il faut que le livre soit disponible. Donc dans les écoles publiques, vous avez raison, il faut créer des bibliothèques, il faut mettre à disposition des livres. Mais ça, c'est effectivement le rôle de l'État. Le rôle de l'État. La bibliothèque du Petit Lac, la bibliothèque Petit Lac, donc à Taouya, dans la commune de Ratouma, au cœur de notre numéro, grande parenthèse, grand espace, au cœur de notre numéro grand espace d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, à présent, je vous propose notre deuxième sujet. Eh bien, petit tour sur Internet, le ZapNet, c'est parti. 1000 tonnes de concentré chinois sont déchargées chaque semaine à Salerne. Le concentré chinois est ensuite reconditionné par l'industrie italienne. La recette est simple. Prenez du concentré chinois, diluez-le dans un peu d'eau, ajoutez une pincée de sel et le tour est joué. Ces conserves sont exportées en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Voilà comment vous mangez parfois de la tomate chinoise en croyant acheter le soleil de l'Italie. Il n'y a rien d'italien là-dedans, à part le nom et le drapeau. Est-ce que c'est illégal? Non. Ce dont il s'agit, c'est de tromperie envers le consommateur.